Il y a de la part de Trump des pressions. C'est un dealer, c'est un marchand et il joue des moyens de pression qui sont à sa disposition. C'est bien son droit, mais la Chine ne se laissera pas faire. Chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien. Alors avant de commencer, je rappelle que notre dernier magazine hors série Ukraine, la guerre sans fin est toujours disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jérôme Ravenet. Monsieur Ravenet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre accueil. Alors à l'occasion de la sortie de votre dernier livre Souveraineté à la chinoise, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de l'influence mondiale de la Chine et de ses ambitions un peu face à l'Occident. Donc pour commencer, selon vous, en quoi le modèle de gouvernance chinois, fondé sur la centralisation du pouvoir et le contrôle social, inspire-t-il ou inquiète-t-il certains régimes autoritaires du monde entier? Alors, d'abord, je dirais que moi, je parle, petite précision méthodologique, de la Chine d'un point de vue philosophique, du point de vue de la cohérence de sa doctrine, de ses concepts fondamentaux. J'essaye de comprendre comment elle fonctionne, sans prendre parti, sans militantisme, pour essayer de donner des clés au public, de permettre à un public occidental de faire ce que j'appelle un exercice de perspectivisme. Essayer de se mettre un petit peu à la place des Chinois pour voir un instant comment ils pensent. Alors, votre question qui concerne, je crois, vous me disiez le modèle de gouvernance chinois qu'il y a surtout au niveau social, en fait, le contrôle social. On va commencer par ça déjà, au niveau du contrôle social. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, il faut bien comprendre la Chine et la politique chinoise comme un effort pour faire équipe. Après le long siècle d'humiliation, 1842-1949, la Chine a été dévastée. Ce siècle d'humiliation, il est nommé comme ça dans tous les livres d'histoire chinois. Il a fallu se reconstituer. La Chine s'est reconstruite à partir de 1949 avec Mao jusqu'à aujourd'hui dans la nouvelle tradition d'une politique marxiste-léniniste, qu'il faut comprendre, si vous me permettez la métaphore, comme un sport d'équipe. Pour nous, le contrôle social, c'est un mot qui sent mauvais, c'est-à-dire c'est un mot qui sent les privations de liberté, parce que nous pensons, nous, en Occident, en termes de libertés individuelles, de liberté fondamentale, de liberté d'expression, par exemple, on va peut-être en reparler. Les Chinois considèrent aussi la liberté comme l'une des 12 valeurs fondamentales du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Mais cette liberté, c'est plutôt une liberté collective. Il s'agit d'abord de faire équipe. Et ça suppose un contrôle. Ça suppose évidemment une doctrine de l'autorité, que je comparais, pour filer la métaphore des sports collectifs, à la fonction d'un capitaine dans une équipe ou d'un entraîneur. Il est inenvisageable dans une équipe de foot que le gardien passe à l'avant, que les avants passent à l'arrière, que chacun fasse, au nom de la liberté, un peu ce qu'il veut. Ça ne fonctionnerait pas. On perdrait le match à tous les coups. De la même manière, dans le socialisme à la chinoise, il s'agit de faire avant tout équipe, de ramer dans le même sens. Alors, pour essayer d'expliquer ça, je me suis appuyé dans mes recherches pour essayer de donner aussi des outils aux Occidentaux qui veulent essayer de comprendre la Chine. Je me suis appuyé sur Spinoza et sa doctrine, la doctrine qu'il développe dans le traité politique. Parce qu'il faut savoir que Marx, quand il était jeune, avait lu Spinoza et a fondé sa réflexion sur la démocratie
sur le travail de Spinoza. Alors, Spinoza explique bien que nous n'avons de droit qu'autant que nous avons de puissance. De droit réel, pas de droit formel, pas de droit au sens juridique, mais de droit réel. Nous n'avons de droit réel qu'autant que nous avons de puissance, dit Spinoza. Et le but de la démocratie absolue, pour parler comme Spinoza, cette démocratie arithmétique, c'est d'agréger, d'additionner les puissances individuelles dans une puissance collective. Ça suppose évidemment une autorité, et une autorité forte, d'autant que la Chine, ce facteur démographique est absolument essentiel. La Chine, ce n'est pas 70 millions d'individus, c'est 1 milliard et quelques, hein, c'est 1 milliard 400 000 individus. Donc effectivement, ça suppose un capitaine ou une équipe dirigeante, le Parti communiste, relativement forte. Parce que les contradictions internes sont vives et il faut un capitaine qui soit capable de les tenir ensemble, ces contradictions, de les surmonter pour pouvoir avancer tous ensemble dans la même direction. C'est ce que fait la Chine depuis 1949 avec, ma foi, un certain succès. Mais c'est pour nous, évidemment, d'un point de vue occidental, inacceptable. Parce que ça ne s'est pas fait au moyen des libertés fondamentales, d'une promotion des libertés fondamentales. Donc de ce point de vue, et c'est pour ça que je parlais d'exercice de perspectivisme, vous voyez, il faut se décentrer, il faut accepter de se dépayser pour comprendre un petit peu comment ça marche. Vous comprenez, vous, que l'Occident peut avoir peur de ce modèle ou avoir peur d'appliquer ce modèle justement chez nous, en France par exemple? Bien sûr, puisque comme je vous le disais à l'instant, il choque nos propres axiomes politiques. Les démocraties représentatives sont fondées sur des libertés fondamentales. Liberté d'aller et de venir, liberté d'expression, liberté de conscience, etc. C'est le b.a.-ba de toute, c'est le b.a.-ba du cursus d'étudiant en droit aujourd'hui. On commence par les libertés fondamentales ici en Occident. Et donc, je comprends qu'on ait peur, mais comme j'aurai certainement l'occasion de vous le dire, je ne vois pas pourquoi on aurait peur d'un régime, d'une forme d'organisation politique qui n'a absolument pas l'intention de s'expatrier. Mais comment, là, vous avez utilisé tout à l'heure le terme de socialisme à la chinoise, ou souveraineté à la chinoise aussi, comme votre livre l'explique, tel que vous le décrivez, cette souveraineté à la chinoise, est-ce que selon vous, elle éclaire la position de la Chine sur la guerre en Ukraine, par exemple, et son refus de s'aligner clairement avec l'Occident? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien très fort. La souveraineté, c'est pour nos amis chinois, faire un petit détour par Jean Bodin, puisque les Chinois, comme on ne le sait pas, disons-le, lisent les juristes, les philosophes français, et on trouve, je fais cette petite parenthèse, on trouve dans la biographie du numéro 4 du parti, Wang Huning, qui est la plume du parti, on trouve dans sa biographie une thèse d'étudiant sur Jean Bodin et Jacques Maritain. Jean Bodin, penseur de la souveraineté, grand penseur français du XVIe siècle, de la souveraineté. Et on peut donc, même si cette thèse n'est plus accessible aujourd'hui, elle est classée secret défense, mais le titre en dit déjà long. Wang Huning est un sinophile et sinophone, il parle français aussi bien que vous et moi, et il connaît Jean Bodin, et on peut imaginer que sa lecture de Jean Bodin, ce grand penseur de la souveraineté, a pu inspirer les réflexions actuelles du PCC sur la souveraineté. Alors, qu'est-ce que c'est que la souveraineté chez Jean Bodin? Faisons ce petit détour. C'est une puissance absolue et indivisible, une puissance absolue, perpétuelle, indivisible, de commander. Cette puissance, elle est absolue, ça veut dire qu'elle ne se partage pas. La Chine
entend, spécialement depuis Mao, depuis qu'elle s'est reconstituée, ne plus se laisser dicter ses décisions par qui que ce soit. Et elle entend du même coup, pour cette même raison, ne pas non plus essayer par quelque moyen que ce soit s'ingérer dans la politique d'un autre pays pour leur dire ce qu'ils ont à faire. La souveraineté, ça implique de fait pour les Chinois le respect du principe de non-ingérence. Donc la Chine n'ira pas se mêler à la politique occidentale en Ukraine pour essayer de faire pression sur la Russie. Vous avez évoqué le terme de puissance absolue. Dans quelle mesure, par exemple, les exercices militaires menés par la Chine autour de Taïwan en avril 2025 illustrent-ils la stratégie de souveraineté territoriale et pourraient aussi être liés du coup à ce terme de puissance absolue? La puissance de commander s'exerce dans un État constitué par le moyen de cet État, qui est une puissance normative qui s'exerce sur une population et sur un territoire. Ce territoire doit donc être protégé. Quelles sont les frontières de ce territoire? Il y a débat. Il y a débat depuis 1971 parce que on ne le dit pas assez dans les médias, mais il faut rappeler que la question de l'unité de la Chine a été réglée non pas de force par les Chinois, mais par la volonté des Américains. Nixon, en 1971, a substitué la Chine continentale, la République populaire de Chine, à Taïwan comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et dans la résolution numéro 2758, il est bien précisé qu'il n'y a qu'une seule Chine. Ige Zhongguo en chinois. Il n'y a qu'une seule Chine. Alors, les Américains ont maintenu ce qu'on appelle une ambiguïté stratégique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit si cette Chine unique, en dépit du fait qu'ils ont bien substitué la Chine continentale à Taïwan, qui de fait a disparu. Il n'y a plus nulle part dans le monde, sauf peut-être au Vatican, une ambassade taïwanaise. Il n'y a plus que des représentations nationales. Taïwan n'existe pas à l'ONU comme pays indépendant. Alors, il y a une ambiguïté stratégique qui consiste en ce que, sur le papier, les Américains, l'ONU, dans sa résolution officielle, n'a pas dit si cette Chine unique avait sa capitale à Taipei ou à Pékin, de manière à pouvoir éventuellement souffler sur les braises, et c'est ce que, effectivement, les Américains ont commencé à faire à la fin des années 80 ou 90, de manière à pouvoir garder un levier de pression, un moyen de pression contre les Chinois. Mais vous voyez qu'il y a une Chine, elle est reconnue officiellement comme ayant une unité depuis 1971. Il s'agit donc d'en défendre l'intégrité territoriale. La question est, que viennent faire toutes les bases américaines situées en Corée, au Japon, en mer de Chine, aux Philippines? Que dirait-on si les Chinois allaient installer des bases militaires à Cuba, par exemple? Ce que je veux dire, c'est que la situation actuelle ressemble en Chine, comme en Ukraine, à un Cuba à l'envers. Nous ne tolérerions pas que les Chinois aillent installer leurs bases militaires en Corse ou dans une île de Méditerranée ou à Cuba, aux portes des États-Unis. Voilà. Donc, évidemment, il y a des démonstrations de force de part et d'autre pour dire, notamment du côté chinois, que la Chine n'entend pas laisser les Américains ou une autre puissance, quelle qu'elle soit, l'OTAN. L'OTAN, qui normalement s'occupe de l'Atlantique, a des bases en Chine de mer méridionale. Quelle bizarrerie! Donc la Chine est obligée, ou se sent obligée, pour ces raisons-là, de faire quelques démonstrations de force, afin de signifier
par tous les moyens qu'elle juge utiles, qu'elle assure la souveraineté sur l'intégralité de son territoire. Et la question de savoir si c'est Taipei ou si c'est Pékin qui doit être la capitale de la Chine, eh bien les Chinois considèrent que c'est aux Chinois à en décider. Vous parlez de ce rapport de force du coup entre la Chine et les États-Unis. L'actualité nous montre un autre rapport de force plus économique en ce moment avec la guerre économique qu'a imposée Donald Trump ces derniers jours et qui continue d'augmenter puisqu'aujourd'hui la Chine a annoncé, donc ce 9 avril, une nouvelle augmentation des droits de douane sur les produits américains. Les passent de 34% à 84%. Ce qui a accéléré la chute de la bourse une nouvelle fois. Alors en quoi les tensions commerciales actuelles avec les États-Unis mettent-elles justement en lumière la vision chinoise de cette souveraineté économique? La Chine ne se laissera pas dicter sa politique. Aucun pays souverain, puissance absolue de commander, de prendre des décisions, les décisions qu'elle juge utiles à la satisfaction de ses intérêts. Une puissance souveraine ne peut pas se laisser dicter ses décisions par une autre. Alors, il y a de la part de Trump des pressions. C'est un dealer, c'est un marchand et il joue sur... il joue des moyens de pression qui sont à sa disposition. C'est bien son droit, mais la Chine ne se laissera pas faire. Alors, il y a une stratégie qui va consister à répondre. Alors, déjà, il faut souligner que, pour le moment, en tout cas, ce n'est qu'une guerre économique. C'est-à-dire que y a pour le moment pas d'enjeu militaire. Mais il s'agit d'obtenir un avantage dans des termes qui sont les termes d'un rapport de domination. Et ça, c'est ce que les Chinois semblent regretter. Rétablir des droits de douane, pourquoi pas? Mais si ça avait pu se faire, c'est ce que semblent dire les personnels politiques chinois en ce moment, si ça avait pu se faire de manière négociée et anticipée, ça aurait été tout de même plus convivial. La méthode est un petit peu brutale. Donc la Chine, à partir de là, va répliquer sur le principe du donnant-donnant. Elle aurait préféré la négociation. Elle avait anticipé, manifestement. Alors, j'ai vu que certains commentateurs, moi je ne suis pas économiste, mais certains commentateurs disent que les exportations vers les États-Unis, c'est 20% du PIB chinois. Quand vous regardez d'un petit peu plus près, j'invite le public à aller regarder les chiffres, mais c'est 20% de ces 20%. C'est-à-dire, en réalité, environ 2,5%. La Chine ne dépend quasiment pas des États-Unis dans ses exportations. Je vous invite à aller regarder ces chiffres. 20% de son PIB, de toute façon, c'était déjà pas beaucoup. Mais 20% de ces 20%, 20% du PIB de la Chine dépend de ses exportations vers l'extérieur. Et c'est 20% de ses exportations vers l'extérieur qui dépendent des États-Unis. Donc c'est en réalité très peu. Mais c'est sur le principe que les Chinois réagissent et surenchérissent sur le principe du donnant-donnant. Parce qu'ils entendent mettre en place les principes d'une gouvernance mondiale, une nouvelle gouvernance mondiale multipolaire, multipolariste qui se met en place et qui repose sur le principe des accords gagnant-gagnant. On négocie
oui, mais on négocie en amont, pas de la manière un peu brutale du cow-boy américain, mais on négocie en amont. Il est normal que chaque pays défende ses intérêts, c'est ça le souverainisme, et cette prétention souverainiste, la Chine la reconnaît à tous les pays. Mais si ça pouvait se passer par des négociations anticipées plutôt que par des décisions qui mettent les gens ou les nations au pied du mur, ce serait mieux. Donc quand on le fait, c'est un petit peu brutal et il faut y réagir. Les Chinois choisissent d'y réagir en appliquant le principe donnant-donnant. Vous trahissez, je trahis. Par contre, si vous revenez à une attitude coopérative, on reviendra immédiatement à une attitude coopérative. Donc voilà. C'est-à-dire que les Chinois ne seront pas ou ne resteront pas éternellement fâchés, mais il faudra que Trump accepte de négocier avec eux sur un autre ton. Selon vous, quel est l'impact du contrôle justement de... Alors là, c'est plus le contrôle de l'information et de la promotion du soft power en Chine sur la scène internationale et sur les débats autour de la liberté d'expression, par exemple, vous en parliez tout à l'heure. La liberté d'expression, alors c'est un joli mot, hein, c'est une belle valeur, mais elle est partout dans le monde encadrée de manière extrêmement stricte et même sous nos latitudes de manière toujours plus stricte. Beaucoup de gens s'imaginent que la liberté d'expression, c'est la liberté d'exprimer tout ce qu'on a envie de dire. Faites bien attention. Il y a des lois, les lois Pleven, les lois Guesso, il y a tout un arsenal jusque dans la Constitution, l'article 30 de la Déclaration des droits de l'homme, qui peut s'appliquer à la convenance des juges, qui sont au final ceux qui vont appliquer la loi et qui l'appliquent parfois d'une manière selon la compréhension qu'ils en ont. C'est toujours délicat. C'est une valeur, ce n'est pas un principe clairement défini. Les contours de la liberté d'expression, en tout cas, ne sont pas clairement définis. Et en ce sens, nous sommes logés à la même enseigne que les Chinois, qui parlent aussi. J'invite le public à se rendre sur la plateforme aisxiang.com, aisxiang qui signifie en chinois aimer penser, une plateforme sur laquelle contribuent au niveau national en Chine plus de 600 intellectuels de tous bords, économistes, historiens, sociologues, juristes, etc., qui commentent et critiquent même la politique chinoise. De manière contributive, les mots y sont pesés, bien sûr, on ne peut pas tout y dire, mais 600 intellectuels, universitaires, etc., qui contribuent à une œuvre critique, à un travail critique sur la politique mise en œuvre par le parti, ça fait quand même beaucoup de monde. Je ne suis pas sûr qu'on les trouve en Europe, 600, sur un territoire de la même envergure. Alors ça ne veut pas dire, attention, ne me faisons pas non plus dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que les intellectuels chinois disent sur cette plateforme tout ce qu'ils veulent. Bien sûr, il y a des codes et il y a aussi des intellectuels chinois qui sont censurés et parfois même qui s'exilent. Ma conclusion, c'est donc que là-bas, comme ici, la situation est un petit peu la même. Les contours, les critères, les curseurs qui permettent de cadrer la liberté d'expression ne sont pas les mêmes, mais dans les deux cas, elle est parfaitement cadrée. Il n'y a pas un pays dans lequel on aurait une liberté d'expression et un autre dans lequel on en serait totalement privé. Là, pour le coup, dire ça, ce serait tout à fait excessif. Mais du coup, comment on définit les critères qui cadrent la liberté d'expression d'un pays à l'autre? Est-ce que c'est par rapport à la culture? Est-ce que c'est par rapport à la politique qui est en place? Comment on définit du coup les différentes lignes
la liberté d'expression, que ce soit en Chine ou ici par exemple? Qu'est-ce qui diffère? Il y a sur tout un ensemble de sujets des lignes rouges à ne pas franchir. Et s'intéresser à la Chine, c'est aller à la rencontre de toutes ces possibilités, de tous ces tabous. Il y a là-bas des tabous, comme il y en a ici. Ce ne sont pas les mêmes. Et sur tous les sujets, politique militaire, société, économie, sexualité, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Donc en faire la liste, ce serait trop long, on y passerait beaucoup trop de temps. Mais du coup, c'est quand même, c'est peut-être plus culturel, les différences culturelles qui font que les lignes sont différentes. Parce que quand on parle de liberté d'expression en Occident, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule liberté d'expression. Et comme vous le disiez, que c'est en fait dire tout et n'importe quoi, juste avoir la liberté de tout dire. Finalement, non, vous l'avez expliqué. Et donc, elle diffère selon, d'un pays à l'autre et selon les différentes cultures, du coup. Pour l'expérience que j'en ai, je dirais qu'on peut quand même parler de beaucoup de choses en Chine, y compris de politique, mais avec beaucoup de prudence, à condition de ne pas vouloir faire la leçon. Et à condition, si on parle de politique, de ne pas vouloir faire la leçon au Parti communiste, de ne pas vouloir faire la leçon aux Chinois sur la manière dont ils ont à vivre, à se conduire. Voilà. Ça suppose un doigté, un respect que souvent les Français, y compris les hommes politiques ou les diplomates français, n'ont pas, parce que nous avons en France une longue tradition de penseurs universalistes qui s'imaginent que tout ce qui a été pensé en France doit s'appliquer dans le monde. Et c'est cette arrogance qui rend la prise de parole pour les Occidentaux difficile en Chine. Manque de prudence, manque de réserve, d'humilité. La Chine est aussi une grande tradition. Elle ne fonctionne pas comme nous. Mais si on pouvait éviter de s'adresser à des gens qu'on connaît mal sur le ton d'un donneur de leçons, évidemment, les choses iraient beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut considérer que la souveraineté à la chinoise est un modèle en expansion, notamment face à un Occident affaibli par ses divisions internes et ses échecs géopolitiques? Oui. Oui, la réponse est résolument oui, puisque la Chine était un petit peu toute seule dans son coin en 1949, mais très vite, dans les années 50, il y a eu la conférence de Bandung, des pays non alignés. Les pays non alignés ont commencé à se réunir, partageant des valeurs. Et il y a eu le G77 dans les années 60 à l'ONU, une demande de démocratie ou de gouvernance démocratique mondiale a émergé de la part de ces pays, une demande qui n'a pas été véritablement entendue, qui a même été méprisée, d'autant plus méprisée qu'en 91-92, donc le régime soviétique s'effondre et que, je vous renvoie par exemple à la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, l'Occident a claironné, pour ne pas dire fanfaronné, que désormais la démocratie représentative, telle que nous l'entendions en Occident, c'était la forme finale du gouvernement politique dans la fin de l'histoire. La suite a montré que ce n'était pas aussi simple que ça. La Chine, contrairement à ce que les élites politiques et intellectuelles occidentales attendaient, ne s'est pas convertie au libéralisme à l'occidental. Et non seulement elle ne s'est pas convertie, mais depuis les déconvenues de la géopolitique occidentale dans les années 90 et 2000, je pense à la guerre de Yougoslavie, aux deux guerres d'Irak, eh bien, ce sont les pays émergents, les pays en voie de développement, qui se sont plutôt rangés derrière les valeurs que la Chine proposait au reste du monde. En 2001, c'est la création de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Vous avez aussi entendu parler des nouvelles routes de la soie en 2014. Il y a tout un tas d'initiatives internationales
Ne parlons plus du G77, mais en Extrême-Orient, il y a des partenariats économiques régionaux, le RCEP. Voilà, ça rassemble. Il y a des projets Chine-Afrique qui se sont multipliés et dont les Africains, globalement, me semblent plutôt être contents. Voilà, essentiellement parce que les Chinois investissent dans les infrastructures qui permettent aux Africains de se développer à long terme, même s'il y a des problèmes ici ou là, des problèmes de management, notamment des problèmes culturels, des difficultés dans les... Mais la Chine rassemble derrière elle un nombre toujours croissant de pays qui adhèrent à sa vision d'un nouvel ordre multipolaire contre l'hégémon américain, contre l'hégémonisme occidental, en tout cas, contre cette vision unipolaire hégémoniste d'une hyperpuissance qui serait celle ou de l'OTAN ou d'une oligarchie financière mondialisée. Eh bien, la Chine propose autre chose. La Chine, pas toute seule, justement, parce qu'elle n'entend pas prendre le leadership de cette nouvelle mondialisation comme les États-Unis ont dominé le monde au XXe siècle. Elle entend le faire justement sur un mode plus démocratique, selon le principe des accords gagnant-gagnant, comme je le disais tout à l'heure, et ça fédère effectivement. L'Organisation de la coopération de Shanghai prend du poids. Les nouvelles routes de la soie, c'est désormais 140, 150 pays. Donc les BRICS, qui maintenant ont leur sommet régulier, 23 demandes supplémentaires. Hein, on est loin de la petite association, petite entre guillemets, des Brésiliens, Russes, Indiens et Chinois. Désormais, on est à 10 pays membres et 23 demandes d'adhésion supplémentaires. Je dirais que c'est une affaire qui marche. Il me semble que c'est le sens de la mondialisation en cours. Un ordre multipolaire, et c'est cette idée-là du monde que porte la Chine depuis plusieurs décennies. Oui, vous avez évoqué à plusieurs reprises une mondialisation et une multipolarisation. Peut-on considérer, plutôt comment la promesse de la Chine de rester une terre sûre pour les investissements étrangers notamment, malgré les tensions commerciales en plus qu'on rencontre en ce moment, comment peut-elle être interprétée à la lumière de la notion de la souveraineté justement à la chinoise ? Bon, on peut toujours aller faire des affaires en Chine, mais il faut respecter la souveraineté chinoise, souveraineté du peuple chinois, garantie ou guidée par un parti. Hein. On est dans le cadre d'un marxisme-léninisme, c'est-à-dire dans le cadre d'une idéologie, il faut bien se le représenter, qui pense toujours en termes de lutte des classes. Ce vocabulaire guerrier de la lutte des classes est un petit peu mis sous le tapis. Ce n'est pas ce qu'on entend dans la rhétorique officielle du président chinois, Xi Jinping. Mais on sait qu'il y a des documents secrets qui fuitent parfois. Il y a eu une fuite qui a fait parler beaucoup d'elle en 2013. Une journaliste, Gao Yu, a divulgué un document interne rédigé par Xi Jinping concernant cette lutte des classes au niveau international. Un document dans lequel Xi Jinping insiste sur le fait que la lutte des classes n'est pas finie et que donc il faut rester mobilisé. Donc, si on entend que nous sommes dans une situation compliquée et que la Chine est un pays guidé dont le peuple est guidé par un parti qui mène une guerre contre l'oligarchie financière mondialisée, si on est conscient de cette difficulté, on peut faire toutes les affaires qu'on veut en Chine. Mais il faut en être conscient. Et parfois, les Chinois eux-mêmes l'oublient. Les Chinois
qui font des affaires en Chine. Il y a de riches Chinois, de très riches Chinois, et parfois ils sont même dans le parti, et étant pourtant très riches, très informés, et membres du parti, il leur arrive, même à eux, d'oublier que c'est le parti qui dirige, et pas eux en tant qu'oligarques. Je pense par exemple à Jack Ma, qui a disparu quelques mois, le temps de se faire certainement remonter un petit peu les bretelles, et d'admettre qu'il ne pouvait pas critiquer. Donc on revient sur le problème de la liberté d'expression. Donc là, il a franchi une ligne jaune ou une ligne rouge. Il avait un petit peu vertement critiqué la politique économique du parti. Eh bien, on lui a expliqué que oui, on pouvait la critiquer, mais pas publiquement et en sa propre autorité. Il faut jouer collectif. Je reviens à ce que je disais au début. Étant membre du parti et certainement de très bons conseils, Jack Ma a certainement son mot à dire, mais pas devant les médias et n'importe comment. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Oui, bien sûr. Puis c'est vrai que ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, et c'est comme ça aussi que je vais conclure avec vous avec cette dernière question. Finalement, ce modèle qui effraie un peu, on va dire, l'Occident et aujourd'hui la France, est-ce que selon vous, même s'il a un côté effrayant et peut-être parfois trop dur, est-ce qu'on devrait s'en inspirer ? Je ne pense pas qu'on doive s'en inspirer. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout une position militante. Le général de Gaulle a donné une ligne de conduite, une méthode. Cette méthode consiste à dire, puisque vous vous souvenez qu'en 1964, il a été le premier à reconnaître la Chine, rappelant, pour le dire vite, qu'il ressentait le poids de la raison et de l'évidence, selon sa formule. Autrement dit, il ne s'agissait pas pour lui de reconnaître la Chine, il s'agissait de reconnaître une évidence. C'est un pays qui a compté de longue date dans l'histoire et qui va à nouveau compter. C'est ce que pressentait déjà en 1964 le général de Gaulle. Donc, il ne s'agit pas de militer en faveur de la Chine. Je pense que personne ne soupçonnera le général de Gaulle d'être un communiste caché, quoique certains ont pu l'affirmer, mais c'est absolument, sinon ridicule, en tout cas c'est excessif. Néanmoins, ce que nous dit le général de Gaulle, c'est que cet exemple, il faut le méditer. Il faut apprendre à le connaître pour pouvoir éventuellement, si jamais nous redevenons souverains en France, en tirer les meilleures leçons pour pouvoir négocier avec les Chinois et passer avec eux des accords gagnant-gagnant. Pour pouvoir contracter un accord avec quelqu'un, pour pouvoir passer un accord qui soit mutuellement profitable. Encore faut-il que nous sachions nous-mêmes ce qui nous est profitable. Manifestement, les Chinois savent ce qui est profitable pour eux, parce que chez eux, tous les indicateurs sont au vert, en dépit des tensions internes qui se sont accrues ces dernières années, mais sur 70 ans, depuis que le PCC a pris le pouvoir en Chine en 1949, l'espérance de vie qui a plus que doublé, qui dépasse désormais celle des États-Unis, l'espérance de vie en bonne santé, le PIB en parité de pouvoir d'achat, le niveau d'éducation, le taux d'alphabétisation, garçons, filles, etc., etc. Tous ces indicateurs sont au vert et progressent chez nous. Alors, il faut non pas s'inspirer de la Chine, mais en méditer les leçons. Et reconstruire une méthodologie parce que, malheureusement, bien qu'il y ait en Occident et en France beaucoup de sinophobes, spécialement parmi les élites savantes, universitaires et politiques, eh bien, il semble que parfois nous imitions les Chinois dans nos politiques de contrôle social, dans nos politiques sanitaires, d'où est venue l'idée curieuse de porter des masques en période de Covid. Qui l'a fait le premier ? Vous voyez, parfois on prend des idées aux Chinois et je ne sais pas si c'est toujours pour le meilleur.
Donc, non pas imiter la Chine, mais méditer la leçon qu'elle nous donne. Monsieur Ravnier, merci pour cette conclusion. Je trouve qu'on finit plutôt bien sur ces belles paroles. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre expertise. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et pour rappel, n'oubliez pas également que tous nos documentaires sont disponibles sur notre application www.omertamedia.fr. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.